L'ambre jaune est la résine fossile des pins et autres conifères des forêts des temps très anciens. Il se trouvait sur les plages de la mer Baltique, cette mer du nord de l'Europe qui borde l'Allemagne, la Pologne et les Pays-Bas. Très tôt, il fut l'objet d'un commerce pour en faire des bijoux comme ce collier. Le philosophe Thalès observa que si l'on frotte de l'ambre avec une peau de chat, il attire les menus brins de paille. L'ambre en grec se dit électron. Voilà pourquoi William Gilbert, médecin de la reine d'Angleterre Élisabeth Ier, invente vers 1600 le mot électricité pour désigner la forme d'énergie obtenue par ce frottement. L'expérience immédiate donnée par nos sens, la vue, le toucher, nous laisse croire que la matière est compacte, continue. Le physicien Dalton, dès 1803, affirme au contraire que la matière est composée de corpuscules extrêmement petits, collés les uns aux autres, les atomes. Le terme atome vient de mots grecs qui signifient insécable, incassable. Les expériences scientifiques accumulées au cours du XIXe prouvent que la matière est discontinue, constituée de particules aux dimensions infinitésimales. Le physicien autrichien Boltzmann provoque les rires à en défendre l'idée. Plus tôt est reconnue l'existence d'une particule, l'électron. Le terme est inventé par le physicien George Stoney en 1891 pour désigner la charge élémentaire, c'est-à-dire la plus petite possible, d'électricité. Joseph John Thomson reprend le terme. Par ses expériences qui en complètent d'autres, il établit de façon indubitable l'existence des électrons. C'est au premier congrès Solvay, en 1911, par la brillante analyse par Jean Perrin de plusieurs expériences menées jusqu'alors, qu'est définitivement établie l'existence des atomes. Solvay, riche industriel, invitait des savants à des congrès où ils confrontaient leurs idées et leurs découvertes. Parmi tous ces barbus, une jeune femme, Marie Curie. Les monts métallifères séparent l'Allemagne au nord de l'actuelle République tchèque au sud. Ils ont livré quantité de minerais de toutes sortes, particulièrement de l'argent, extrait à Joachimsthal, aujourd'hui Yachimov. Des minerais rapportés de cette région, le chimiste prussien Klaproth isole un corps composé d'un métal inconnu jusqu'alors en 1789. Vu la découverte peu auparavant de la planète Uranus, il nomme ce métal uranium et le composé uranite. Eugène Péligot en 1841 isole le métal, l'uranium. En 1896 à Paris, Henri Becquerel laisse de l'uranite dans un tiroir à côté d'une plaque photographique. Plus tard, il constate que cette plaque est impressionnée comme ayant reçu de la lumière alors qu'elle restait dans l'obscurité. Maria Sklodowska, étudiante polonaise, prend les sels d'uranium comme sujet de sa thèse de doctorat. Elle épouse le physicien Pierre Curie et devient Marie Curie. Elle constate que l'intensité du rayonnement émis par les sels d'uranium est proportionnelle à la quantité d'uranium contenue. Elle vérifie que c'est une propriété liée à l'atome. Elle appelle ce mystérieux rayonnement radioactivité. Étudiant la pechblende, ce noir minerai de Joachimsthal, elle découvre que sa radioactivité est beaucoup plus forte que prévu. Marie et Pierre extraient de la pechblende, par de minutieuses manipulations durant 2 ans, 2 autres corps radioactifs qu'ils nomment radium et polonium en 1898. Première femme reçue docteur en sciences physiques, Marie Curie est la première femme à recevoir un prix Nobel en 1903 en physique et en obtient un deuxième en chimie en 1911. Marie Curie est la première femme nommée professeure à la Sorbonne.
Une de ses étudiantes, Marguerite Perret, isole le dernier élément restant à découvrir en 1939, le francium. Pierre est tué en 1906 à l'âge de 47 ans, renversé par un fiacre en traversant la rue sans regarder. Pendant la Première Guerre mondiale, Marie Curie équipe 15 camionnettes de radium pour, par une radiographie, identifier chez les blessés un projectile introduit dans les chairs. Le 20 avril 1995, la France transfère Pierre et Marie au Panthéon pour un ultime hommage. Le Néo-Zélandais Rutherford est le père de la physique nucléaire. En 1911, il découvre le noyau atomique qui, au centre de l'atome, en concentre toute la matière. Autour de lui tournent les électrons. En 1899, il découvre les 3 types de rayonnement que peuvent émettre les corps radioactifs. Il les appelle selon 3 lettres grecques. Il découvre que le noyau est composé de protons et de neutrons. Les protons sont électriquement positifs. Noyau en latin se dit nucleus, donnant l'adjectif nucléaire, et donc nucléaire tout ce qui concerne le noyau. Le nombre de protons égale le nombre d'électrons. Les neutrons sont électriquement neutres. L'atome est donc électriquement neutre. Ce nombre de protons d'un atome égale donc au nombre d'électrons et son numéro atomique, symbolisé par Z. Il sert à le classer dans un tableau imaginé par le russe Mendeleïev. Ainsi, l'hydrogène, de numéro atomique 1, a un seul électron. Son noyau possède un seul proton. Il n'a aucun neutron. Niels Bohr, à Copenhague en 1913, établit un modèle de l'atome où les électrons tournent autour du noyau comme les planètes autour du Soleil. Les électrons se répartissent sur des trajectoires différentes. On dit des couches appelées K, L, M. Le nombre d'électrons pour chacune est limité. Il est au maximum, respectivement, de 2, 4 et 8. Lorsqu'il manque un ou des électrons sur la couche supérieure, l'élément chimique considéré s'agglomère à un autre pour qu'il mette en commun des électrons. Ainsi s'expliquent les réactions chimiques. Par exemple, 4 atomes d'hydrogène, H, apportent chacun un électron à un atome de carbone, C, auquel il en manque 4 pour former CH4, le méthane. La radioactivité, elle, est liée à la structure du noyau. Protons et neutrons sont appelés nucléons. Lorsque le nombre de nucléons dans un noyau est trop élevé, la force qui les lie ensemble, appelée action forte, n'est plus suffisante. Le noyau se brise en éléments plus légers. En se brisant, il expulse des couples protons-neutrons qui sont des noyaux d'hélium, ce sont les rayons alpha, ou des électrons, ce sont les rayons bêta. Ce peut être aussi des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire de même nature que la lumière, mais non visibles, très pénétrants, appelés rayons gamma. Oppenheimer, brillant physicien, né à New York d'un père allemand, a étudié à Göttingen. Il est chargé de coordonner les recherches des 200 spécialistes réunis à Los Alamos dans l'État du Nouveau-Mexique. Ce site grandiose, éloigné de tout et désert, est choisi pour la fabrication de 3 bombes atomiques dont le plus grand secret, nommé Projet Manhattan. Une bombe test appelée Trinity explose à 17 km de là le 16 juillet 1945. 2 autres bombes ont été fabriquées, l'une à l'uranium-235, l'autre au plutonium. Le projet était de devancer l'Allemagne nazie. Mais Hitler s'est suicidé en avril 1945. L'armée allemande a capitulé le 8 mai 1945. La Deuxième Guerre mondiale est donc achevée en Europe. Le nouveau président des États-Unis, Truman,
après information par les militaires et discussion avec ses conseillers, décide le bombardement avec les nouvelles armes pour forcer le Japon à capituler. 2 villes sont choisies pour cible, Hiroshima le 6 août 1945, Nagasaki le 9 août. Elles sont choisies parce qu'elles n'ont subi aucun bombardement par les B-29, contrairement à Tokyo par exemple. Hiroshima est un port actif de 350 000 habitants. La bombe à l'uranium est larguée à 580 mètres d'altitude à 8h30 du matin. Un immense éclair blanc jaillit, aveuglant. La température de l'air, portée à 6000 degrés, carbonise tout sur 500 mètres, provoque des incendies sur 7 km. Des vents à 1000 km/h provoqués par cet échauffement détruisent tout dans un rayon de 12 km. Plus éloignés, ceux qui ne meurent pas immédiatement sont atrocement brûlés comme cet enfant. En quelques secondes, il y a 140 000 morts. Dans les mois qui suivent, plusieurs centaines de gens meurent de cancer parce qu'ils ont été irradiés. L'empereur du Japon, dans ce conseil du 14 août, annonce qu'il demandera la reddition. À la conférence de Potsdam, près de Berlin, Truman, informé du succès de Trinity, croit surprendre Staline, le maître de l'Union soviétique, en lui annonçant la mise au point d'une superbombe. Staline n'est pas surpris. Klaus Fuchs, espion britannique, a transmis des informations aux soviétiques en 1949. L'Union soviétique fait exploser une bombe atomique à Semipalatinsk au Kazakhstan. L'Union soviétique veut la tenir secrète, mais les avions anglais et américains détectent le nuage radioactif. Les 2 possesseurs de la bombe atomique alliés contre l'Allemagne deviennent mortels ennemis, mais l'un ne peut attaquer l'autre sans risquer sa propre destruction. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. À la bombe A, bombe atomique, s'ajoute en 1946 la bombe H, bombe à hydrogène, encore plus puissante. La première, américaine, explose dans un atoll du Pacifique à Bikini. Elle est due aux travaux du physicien américain Edward Teller. Après les 2 superpuissances, les 2 puissances anciennes, Angleterre et France, se dotent de la bombe. D'autres pays en fabriquent à leur tour. Cette carte montre qui en possède aujourd'hui et combien. Dans une centrale nucléaire, c'est l'énergie dégagée par la réaction en chaîne sous forme de chaleur qui sert à produire de l'électricité. Ce matériau est du graphite. Dans certains réacteurs, il sert à freiner les neutrons. C'est un modérateur, empêchant la réaction d'être explosive. Dans les réacteurs à eau pressurisée, les plus utilisés en France, c'est l'eau pressurisée. La chaleur obtenue est énorme. Elle porte l'eau à 320 degrés Celsius dans ce type de réacteur. Un réacteur est une cuve énorme où plongent des barres de zircalois, alliage hautement résistant, contenant des pastilles d'un composé d'uranium-235 radioactif. Voici un exemple de cuve. C'est le cœur du réacteur. De l'eau, en rouge sur ce schéma, circule sous l'action d'une pompe. Elle est maintenue sous forte pression, pour ne pas bouillir, sous l'action d'un pressuriseur. L'eau de ce circuit primaire, ici en rouge, va dans un générateur de vapeur où, réchauffant l'eau d'un circuit secondaire, elle la transforme en vapeur. Cette vapeur est envoyée sur une sorte d'énorme hélice, une turbine. Voici la photo d'une turbine. La turbine fait tourner l'axe d'un alternateur qui alors produit du courant électrique. La vapeur, par de fins tuyaux, traverse une conduite d'eau froide, le condenseur. L'eau froide provient de la mer ou d'un fleuve. Les centrales nucléaires sont donc au bord de la mer ou d'un fleuve. Devenue de l'eau à 40 degrés, la vapeur afflue dans une tour de refroidissement. Elle passe dans des tubes percés de multiples trous très fins, puis tombe dans un bac où elle est récupérée, puis renvoyée dans le circuit secondaire.
L'air de l'extérieur arrive par en bas, rafraîchit l'eau à 26 degrés puis s'élève, emportant des vapeurs. Ces panaches de vapeur signalent de loin les centrales nucléaires. L'ensemble réacteur plus salle des machines avec turbines, alternateurs et condenseurs s'appelle une tranche. Une centrale nucléaire peut donc comporter plusieurs tranches. On en voit ici 4 à la centrale de Gravelines. À la Libération, De Gaulle, chef du gouvernement provisoire, institue le Commissariat à l'énergie atomique CEA par une ordonnance du 18 octobre 1945. Cet organisme est installé d'abord en 1946 dans le fort de Châtillon, au sud de Paris, pour développer les recherches en matière nucléaire dans les domaines de la science, de l'industrie et de la défense. Il est dirigé par Frédéric Joliot pour tout ce qui concerne le scientifique et le technique. C'est là que la France construit sa première pile atomique, Zoé, qui produit de l'électricité le 15 décembre 1958. Elle est observée ici par Vincent Auriol, premier président de la 4e République. Le site s'avère rapidement incommode. Les activités de recherche et de gestion s'installent dans ce bâtiment construit par Auguste Perret en 1952. Félix Gaillard, jeune secrétaire d'État, après un long entretien avec Frédéric Joliot, persuadé qu'un pays moderne ne saurait se passer de l'atome, investit largement l'État dans ce domaine. La fabrication de plutonium pour la bombe atomique est transférée à Marcoule, site aménagé en 1956 avec 3 réacteurs, les premiers en France. Ils utilisent et mettent au point la filière UGG, uranium naturel graphite gaz, celle des premiers réacteurs construits en France. Le gouvernement de 1956 négocie l'aménagement du site de Malvézy près de Narbonne pour fabriquer les lingots d'uranium utilisés dans la filière uranium graphite gaz. L'usine, construite en 1958, est inaugurée en 1959. En 1958 est constituée la société Framatome, franco-américaine de construction atomique, dont la société américaine Westinghouse fournit 15% du capital. En 1961 commence le chantier de La Hague. Cette usine, achevée en 1966, extrait le plutonium. Le CEA choisit le site de La Hague car il est très stable, les terrains sont très anciens. Les installations sont conçues pour tenir un séisme de force 4,7. Le plutonium n'existe pas dans la nature. Il est issu de la transformation de l'uranium radioactif dont les noyaux, on l'a vu, se brisent, dégageant une quantité prodigieuse de chaleur. L'extension des installations permet bientôt d'entreposer le matériel usé et devenu radioactif. Dans cette piscine, on stocke sous 4 mètres d'eau le matériel de radioactivité moyenne. En 1962, le Commissariat à l'énergie atomique choisit le site du Tricastin, à Pierrelatte, dans le département de la Drôme, pour produire de l'uranium très enrichi, destiné aux bombes atomiques. La France fait l'essai d'un réacteur à l'eau lourde en 1967 en Bretagne, à Brennilis, de 250 MW. Dans l'eau lourde, un atome d'hydrogène possède dans son noyau un neutron en plus du proton. Mais elle se trouve dans l'ordinaire en pourcentage infime. Son extraction est donc très coûteuse. Le réacteur cesse donc son activité en 1985. Au début des années 90, la France renonce à la filière uranium graphite gaz. Le dernier réacteur de ce type est construit au Bugey. Fin 1973, les pays exportateurs de pétrole en augmentent le prix. C'est le choc pétrolier. Pierre Messmer, Premier ministre, lance un vaste programme de construction de centrales nucléaires. Les nouveaux réacteurs sont tous des REP, réacteurs à eau pressurisée. Le premier est construit à Avoine au bord de la Loire, près de Chinon, et recouvert d'une sphère métallique. La COGEMA,
entreprise publique créée en 1976, a repris toutes les activités du CEA. Elle met au point l'enrichissement de l'uranium, c'est-à-dire la concentration d'uranium radioactif pour les REP. En septembre 2001, la Cogema et Framatome se réunissent en un groupe nommé Areva. L'État détient 87% de son capital. Areva réunit toutes les étapes du nucléaire. Le groupe a des participations dans les sociétés qui extraient le minerai d'uranium, ici au Niger. Ainsi au Canada, à Cigar Lake, qui a les plus fortes teneurs dans le monde. Il faut affronter un gel permanent. Le minerai est traité sur place pour première transformation, livrant le yellow cake avant son transport par bateau. Le produit obtenu, liquide, est transporté par camion à Pierre-Latte dans l'usine de la société Auredif sur le site de Tricastin. Le liquide est transformé en un composé d'uranium gazeux pour obtenir de l'uranium enrichi, c'est-à-dire avec une proportion plus élevée d'uranium radioactif, soit 1000 tonnes par an. Le reste, appelé uranium appauvri, part dans le Limousin, à Lacrouzille, pour être entreposé sur une ancienne mine. L'uranium enrichi sous forme de boulettes gagne l'usine de Romans dans le département de l'Isère pour être conditionné de façon à être prêt pour les centrales nucléaires. La poudre noire d'oxyde d'uranium est moulée en pastilles, cylindre de 2 cm de haut. Chaque pastille, pesant 7 grammes, dégage dans un réacteur autant de chaleur qu'une tonne de charbon. Les pastilles sont enfilées dans des tubes métalliques appelés crayons. Ces crayons sont réunis en fagots nommés assemblage de combustible. On met 264 crayons dans un assemblage. De Romans, ces assemblages sont ensuite acheminés vers les centrales. Il en faut 157 pour un réacteur de 900 MW. Crayons et assemblages sont en zircalois, alliage d'aluminium et de zirconium, perméables aux neutrons, résistant à de hautes températures. Le minerai de zirconium provient d'Afrique du Sud, du Mozambique et du Sénégal. La France en importe 23 000 tonnes par an. Il est acheminé à Jarry, dans l'Isère, pour être aggloméré en sorte d'éponge. La France a une capacité de production de 2200 tonnes par an, soit 35% du total mondial. Ces lingots sont laminés, c'est-à-dire aplatis entre des rouleaux pour donner des tôles, à Rugles, dans le département de l'Eure. Areva effectue aussi les opérations navales, celles qui suivent la production d'électricité, telles le stockage du matériel usé, devenu radioactif, appelé déchets nucléaires. Quand arrive l'an 2000, Areva est le numéro 1 mondial du nucléaire, exporte sa technologie, par exemple en Afrique du Sud, dans cette unique centrale de tout le continent africain. Cette réussite reste ignorée du grand public, qui reste frappé par 3 catastrophes. La première survient aux États-Unis en Pennsylvanie. Le 28 mars 1979, à la centrale de Three Miles Island, près de Harrisburg, à 4 heures du matin, une vanne reste bloquée. Les pompes qui alimentent en eau le circuit secondaire fonctionnent mal. Les systèmes de refroidissement du cœur se déclenchent en urgence, ils sont coupés par erreur. Le métal des gaines métalliques, surchauffé, réagit avec l'eau du réacteur. Cela produit de l'hydrogène qui explose. Le combustible fond, mêlé à des débris au fond de la cuve. Il forme ce qu'on appelle un corium, mais il n'a pas traversé l'enceinte. Il n'y a ni mort ni blessé. À Tchernobyl, en Ukraine, le réacteur est différent des REP
comme ceux de la France, c'est un RBMK. La catastrophe survient le 26 avril 1986 dans la tranche numéro 4. De lourdes fautes de l'équipe de manœuvre, suite à une demande de relancer la production alors qu'un exercice de baisse venait d'être amorcé, entraînent la suppression de tous les contrôles. Une explosion gigantesque pulvérise le toit, une dalle de béton pesant 2000 tonnes. Le graphite s'embrase, un énorme incendie ravage la centrale. La ville de Pripyat, 49 000 habitants, est abandonnée. Au total 135 000 personnes. Un nuage radioactif part survoler l'Europe. Ce pompier, Vassili Ignatenko, le visage gravement brûlé par les radiations, meurt quelques jours après comme ses collègues. Un sarcophage colossal est édifié, les frais étant assurés par un fonds international pour confiner la radioactivité. Vite dégradé, il est remplacé par celui-ci, inauguré en juillet 2019, construit par les groupes français Bouygues et Vinci. La troisième catastrophe se produit au Japon, à Fukushima. Un séisme d'une violence inouïe, de degré 8,9 sur l'échelle de Richter, qui en comporte 9, survient à 15h27 à 100 km au nord-est du Japon. Ce séisme provoque une vague gigantesque de 10 mètres de haut, appelée tsunami en japonais, qui déferle sur la côte de Hondo, la plus grande île du Japon. Les morts provoqués par ces ravages sont près de 20 000. L'eau submerge la centrale. Les divers appareils sont hors d'usage. C'est les explosions, les incendies. Mais il n'y a ni blessés ni morts causés par ces explosions et cet incendie. Un organisme de contrôle et de définition des conditions et des normes de sécurité existe dès les origines. Renforcé, il devient, par la loi du 13 juin 2006, l'ASN, Agence de sûreté nucléaire, que dirige le physicien Francis Perrin. Dès la Libération, le CEA multiplie recherche et expérimentation dans les domaines les plus divers pour accroître les rendements en production d'électricité, réduire les importations, abaisser les coûts, par exemple au centre de Cadarache avec le réacteur Mazurka. Georges Vandriès est dès 1948 au CEA. Polytechnicien, il est assistant de Frédéric Joliot-Curie. Grâce à lui, une autre filière prend son essor, celle des RNR, les réacteurs à neutrons rapides. Le RNR Harmonie, refroidi à l'air, a une puissance de 1000 kW en 1965 à Cadarache. Il emploie de l'uranium enrichi à 93%. Rhapsody est le premier RNR refroidi au sodium en France. Conçu à Cadarache en 1957, il fonctionne de 1967 à 1983, fournissant une puissance de 40 MW. Elle grandit encore avec le RNR Phoenix à Marcoule, une puissance de 250 MW qui fonctionne de 1973 à 2010. Arrêté de septembre 1990 à fin 1994, il est en travaux de 1994 à 1997 à cause de fuite, redémarre en 1998. Une taille plus grande encore est atteinte avec Superphénix, 1200 MW en 1985. Un RNR atteint là sa taille industrielle, de grands fournisseurs d'électricité. Il utilise de l'uranium naturel non radioactif qui, mélangé au plutonium, très radioactif, le devient à son tour. Le 15 janvier 1976, le projet gigantesque est adopté par le Premier ministre Jacques Chirac. Le chantier dure 9 ans. Le coût atteint plus de 25 milliards de francs. Des milliers de manifestants se déchaînent en 1976. Beaucoup viennent d'Allemagne ou de Suisse. L'un d'eux attaque au lance-roquettes en 1982.
Le 14 janvier 1985, Superphénix envoie du courant sur le réseau. Le 8 mars 1987, survient une fuite de sodium. Le réacteur est mis en arrêt jusqu'à janvier 1989. Les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni abandonnent la filière. En décembre 1990, suite à des chutes de neige, le toit de la salle des machines s'effondre. En 1996, remis en marche, Superphénix fonctionne correctement. Contre l'avis du CEA, Lionel Jospin, Premier ministre, décide l'arrêt définitif à partir de 1998, vu alors le faible prix de l'uranium. Superphénix aura coûté l'équivalent de 13 milliards d'euros de 2018. Inlassablement, le CEA étudie dès le 13 février 1995 d'autres projets. Une troisième voie est tentée, l'EPR, prévu d'abord à l'embouchure de la Loire, près de Pèlerin. Le lieu est écarté vu les oppositions régionales. Ce sera à Flamanville, dans le département de la Manche. Le chantier est lancé en 2017, coût prévu 13 milliards d'euros, une puissance colossale de 1650 MW. Les avantages espérés sont considérables. Cette centrale utilise du MOX, mélange de dioxyde d'uranium appauvri, 91,5%, et de dioxyde de plutonium. Cela permet de recycler des réserves abondantes qui n'étaient pas utilisées. Le MOX est fabriqué dans cette usine Melox à Marcoule par une filiale du groupe Areva devenue Orano en janvier 2018 après une restructuration. L'EPR d'Olkiluoto en Finlande, construit par Areva et l'allemand Siemens, produit de l'électricité depuis décembre 2022. Avec une puissance de 1600 MW, c'est la plus puissante centrale d'Europe, la troisième du monde. D'autres projets sont élaborés au CEA et à travers le monde. Tous visent la miniaturisation et le recyclage, tel le New War. Depuis plus de 2 siècles, les savants scrutent inlassablement au plus profond de l'infiniment petit. La France a tenu un rôle de premier plan dans ce domaine. Rappelons-nous la parole de Marie Curie: « Rien n'est à craindre, tout est à comprendre. »